Now, the business update. After a difficult year, experts are optimistic a recovery is imminent, with key indicators improving. And yet, men everywhere continue to dress as if they just rolled out of bed. The economy is ready to bounce back. Are you? At Charles Tyrwhitt, we have the high-quality shirts and smart menswear to get you back to your best. Try our introductory offer with 3 shirts for only $99, delivered free. Use code POD99 at ctshirts.com or any Charles Tyrwhitt store. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. En direct avec Flo Pietrus, d'ailleurs je peux t'appeler Flo ? Ah, bien sûr, de toute façon, tout le monde m'appelle Flo, hein. Ça marche. Bon, ça sera Flo pour aujourd'hui. Écoute, je suis vraiment ravi d'être là parce que je me suis plongé là dans ton livre. Je n'ai jamais été petit et tu vois, je suis un grand fan de biographie de sportifs. J'adore être dans les histoires un peu et voir un petit peu le parcours de gens quand ils parlent d'eux-mêmes et j'ai été vraiment renversé par ton histoire et par toutes les valeurs et tout ce que tu fais. Et comment tu t'es construit, comment t'as construit l'athlète que t'es devenu. Donc je suis vraiment content et merci infiniment de répondre présent. Comme je te le disais un petit peu pour commencer à aborder les échanges, j'aime bien partir de l'enfance et je voulais savoir quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir, je pense que je suis d'une famille de sportifs. Donc j'ai un grand frère qui est Ronnie Coco qui jouait au basket. Et je me rappelle vraiment des finales qui passaient sur France Télévisions à l'époque. C'était les Pau Limoges. Donc c'était vraiment mon premier souvenir, Ouais. mon premier match de basket que j'ai regardé. Donc voilà. En plus il y avait mon grand frère. Donc c'est quelque chose que j'avais suivi, mais qui m'avait fait rêver. Et voilà, c'était mon premier souvenir. Ouais. Ok. Et t'as vite regardé des matchs de NBA aussi? Moi, j'ai des souvenirs de me lever à 5 heures du matin pour aller voir des finales, pour aller voir Michael Jordan et tout. Tu regardais un peu ça aussi? Bizarrement non. Je regardais Michael Jordan parce que bon, c'est une icône, c'est une légende, donc tout le monde parlait de Michael Jordan à cette époque-là. Mais bizarrement non, je regardais pas trop de matchs NBA. C'est vrai que je m'intéressais pas trop à la NBA. C'est quand je suis arrivé en France à 15 ans que j'ai vraiment commencé à regarder la NBA. Donc voilà, Ok. comme je t'ai dit tout à l'heure, mon frère il jouait à Pau, donc je regardais souvent l'équipe de Pau, quoi. Ok. Bah, génial. Et à part du coup, à part ton grand frère et à part Mickaël, les autres dans la fratrie, ils jouaient aussi? Ouais, mes sœurs jouaient au basket, même pour le plaisir, mes cousines aussi. Mais après, Mike, c'est mon petit frère, hein. Ouais, je Il y sais. avait Ronnie, le grand frère,
et moi et Mike. Mais on est vraiment issus d'une famille de basketteurs. Tous les cousins, cousines jouaient au basket. Et l'avantage, c'est qu'on avait le terrain de basket juste à côté de chez nous, quoi. Ok. Donc voilà, je vais dire, c'est plutôt le basket qui nous a choisi que le contraire. Ok, donc ça faisait des 1 contre 1 au lieu de faire ses devoirs, c'est ça? Ben oui, en plus, c'est bizarre, hein, mais à chaque fois qu'on repart en Guadeloupe, ben, les gens qu'on croise, ils ont toujours cette anecdote-là parce que nous, on escaladait les murs pour aller jouer au basket. Ah ouais? Et ils prennent ça souvent en exemple, disant que, ouais, vous voyez ces deux gamins, ah ben, tous les jours, à 1 heure de l'après-midi jusqu'à 22 heures, ben, ils escaladaient les murs pour aller jouer au basket. Jusqu'au gardien, il nous a laissé les clés au bout d'un moment parce que tous les jours, on était là, on risquait notre vie à aller jouer au basket. Et c'est vrai, c'est quelque chose que à chaque fois on repart là-bas, c'est quelque chose que les gens qui nous connaissent ressentent parce que pour eux, ça montrait notre détermination. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, si vous étiez obligé de faire le mur pour jouer, ça montre que vous étiez déterminé. Et bah, à quelle heure vous jouiez? C'était plutôt parce qu'en Guadeloupe il fait super chaud. Moi, pour y être allé plusieurs fois, dès 6 heures du matin, ouais, je suis déjà cuit, quoi. Il fait déjà trop chaud. Donc c'est quoi? Vous étiez plutôt le matin, plutôt l'après-midi une fois que le soleil se couche? Non. Pour nous, il faisait jamais chaud, quoi. Pour nous, à partir de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 19 heures, 20 heures, on joue au basket. On joue au basket et souvent, on se faisait gronder par la grand-mère. Mais pour nous, c'était beaucoup plus important hein, de jouer au basket que de se faire gronder. Donc, à partir de 2 heures de l'après-midi, sans non-stop avec les amis, on joue au basket. Ok, ouais. Et c'est un truc que vous refaites, je sais pas maintenant, après pendant les vacances, aller jouer un peu la balle sur le terrain. Ouais, moi un peu moins. C'est vrai que je passe assez souvent sur le terrain où j'ai commencé pour voir les jeunes, mais même pour me rappeler des bons souvenirs. Mais je pense que ouais, mon genou n'accepte plus de jouer sur le bitume, quoi. Donc, c'est plutôt pour ça. Mais c'est vrai que je passe très souvent sur le terrain où j'ai commencé. Ok. Ça te rappelle des souvenirs? Je sais pas, tu te remémores des trucs, tu fais ta petite Ouais, bien sûr, hein, anti-cérémoniale. mais bizarrement, c'est des souvenirs qui reviennent assez vite, hein, parce on a baigné, on a grandi sur ce terrain, on a des images, des anecdotes, des actions qui reviennent, parce que on a grandi sur ce terrain-là, on a construit nos gammes aussi sur ce terrain-là, donc forcément, hein, forcément, ça laisse des souvenirs, et je pense que pour moi, le plus beau souvenir, c'est ça, c'est les moments que j'ai passés avec mes copains, mes cousins, cousines sur ce terrain-là. Ouais, ok. Et tu vois, je pense qu'on t'a déjà posé la question plein de fois, mais en quoi ça sert d'avoir, tu vois, des frères qui jouent à haut niveau? Est-ce que tu vois, ça tire vers le haut? Est-ce que ça peut être aussi une compétition un peu négative par moment? Est-ce que ça a toujours été positif? En tout cas, tu vois, peut-être avec Ronnie, Mike et toi. Ouais, c'était différent parce que Ronnie, c'est vraiment le plus âgé. Donc, pour Mike et moi, c'était un modèle. Donc, on avait envie de faire comme Ouais. lui. Donc, justement, c'est pour ça on se donnait les moyens d'y arriver. Après, Max, c'est différent. Je pense qu'avec Mike, on s'est poussé, on s'est soutenu parce que on a juste 1 an d'écart. Moi, je suis arrivé à 15 ans, lui aussi, il est arrivé à 15 ans, dans un club, dans une ville qu'on connaissait pas. Donc, on s'est vraiment soudés pour réussir. Donc voilà, je pense on s'est poussé mutuellement et franchement, je suis vraiment fier de son parcours, fier de voir que deux gamins de la Guadeloupe a réussi, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, ça doit être vachement inspirant, non, pour les jeunes, je sais pas, des abîmes ou même du quartier qui vous connaissent peut-être ou qui vous voient. Ça doit être hyper inspirant d'avoir 2 rôles modèles un peu comme vous deux, non? Ouais, bien sûr, parce que au départ, si je dois raconter un peu mon histoire, c'était pas facile, hein. On a perdu notre mère super tôt, on avait 10 ans, donc personne ne pensait qu'on allait réussir, hein. Et pour être honnête, même si on avait la motivation, même si on avait la passion, on n'aurait jamais pensé arriver Ouais. jusque-là. Donc voilà, c'est sûr que c'est motivant parce que ça n'a pas été
un long fleuve tranquille. Ça a été rempli d'embûches, rempli d'obstacles. Et voilà, je me rappelle des fois, on était tous les deux. On voit nos coéquipiers partir chez leur famille le week-end et nous, on était là. Et on pouvait pas. Des fois, on pleurait. Et avec que ça à faire, on pleurait parce qu'on pouvait pas repartir chez nos familles. Mais en même temps, on savait pourquoi on était là. Donc, du coup, c'est pour ça son soutien a été vraiment important pour moi et vice versa. Donc, voilà. Je pense que derrière un sportif, il y a des fois beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup de choses qui construisent justement le sportif. Et c'est vraiment inspirant parce que moi, je m'inspire aussi de beaucoup de grands sportifs pour connaître un peu leur histoire et pour savoir comment ils sont sur le terrain, pourquoi ils sont comme ça sur le terrain. De qui tu t'es inspiré? T'as peut-être, je sais pas, des noms ou des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres? Non, je me suis inspiré de beaucoup de sportifs, hein, comme Kobe Bryant, avec son éthique de travail et sa mentalité. Et mais Michael Jordan aussi, hein. Je pense que je pense que je m'inspire beaucoup de leur mentalité parce que comment dire ça, la technique, je pense que c'est des génies du basket. Mais par contre, la mentalité, on peut s'approprier la mentalité d'un grand champion. Donc autant je m'inspirais de Kobe Bryant pour son éthique de travail, Michael Jordan pour sa soif de vaincre, mais je m'inspirais aussi de Roger Federer pour son calme. C'est un joueur qui me fascine parce que tu sais que tout est contenu, il laisse rien passer, quoi. Un joueur qui joue contre Roger Federer, on sait jamais quand il est fâché. Mais par contre, il est concentré, il laisse passer aucune émotion. Et je pense que dans un sport de haut niveau, c'est important de garder ces émotions-là parce que si tu montres trop tes émotions, mais l'adversaire peut s'en servir. Donc, Roger Federer, je me suis beaucoup inspiré de lui. Ok. Bah écoute, ouais, hyper inspirant. Moi aussi, j'ai lu son livre et franchement, c'est bluffant parce qu'on pour les gens qui le connaissent pas, on sait pas que avant c'était une personnalité différente. Avant de devenir ce champion très calme et très contenu, les gens ont du mal à imaginer que c'était quelqu'un qui s'énervait énormément, qui avait beaucoup d'émotions parfois négatives et qui les laissait transparaître et que en fait il a juste changé, quoi. Il a changé, il a retiré ce qu'il y avait de mauvais dans son comportement, quoi. Donc et ça montre que tout le monde peut changer, en fait. C'est ça qui est inspirant, je trouve. Ouais, bien sûr. Mais après, il faut le vouloir aussi, hein. Il faut le vouloir changer. Et moi aussi, je suis en quête de la meilleure version de moi-même, hein. Tous les jours, je lis, j'essaie de comprendre, pourquoi je réagis comme ça. Donc je suis comme j'ai dit, en permanence, de chercher qui je suis vraiment. Parce que je pense qu'on continue à grandir et sur certaines situations, on réfléchit, on agit d'une façon. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher, creuser, et de savoir vraiment réellement qui on est. Ouais, c'est vrai. Apprendre à se connaître, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet de faire un peu aussi des meilleurs choix dans la vie. Et je suis tout à fait d'accord. Et t'as peut-être vu que tu fais beaucoup de développement personnel et t'avais l'air de dire que tu lisais, t'as peut-être je sais pas, des livres, des ressources, qui t'ont inspiré dernièrement et que t'aimes bien recommander, je sais pas, à ton entourage? Ouais, j'avais lu le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. D'accord. Donc c'est un livre qui m'a parlé parce que d'un rien peut faire un tout en fait. Donc tout dépend de la façon dont on voit les choses. Donc c'est pour ça, je peux voir d'une façon, toi tu peux voir d'une autre façon. Mais je pense que on se met des freins à soi-même, quoi. On se met des freins à soi-même. Je pense que la peur nous fait douter, la peur nous fait pas avancer, alors que au bout ça peut être magnifique. Ouais. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, bonne lecture. J'en ai entendu parler de ce livre, mais moi je l'ai pas lu. J'ai lu plus de littérature américaine. J'ai lu beaucoup de Tony Robbins, Mathieu Ricard aussi quand même. Mais écoute, je lirai. Écoute, merci pour la recommandation. Je lis pas très vite, mais je lis beaucoup quand même. Et ouais, peut-être je voulais un peu revenir justement sur, vu qu'on parle de livres. Moi, en lisant ton livre, je me suis dit,
on sent que tu as envie de transmettre quelque chose et à un moment tu dis que tu veux écrire ce livre pour tes enfants là. Moi, j'aimerais avoir un peu le résultat. Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même en l'écrivant ou en participant à l'écriture, parce que je crois que tu as travaillé avec quelqu'un pour l'écriture. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et qu'est-ce que ça t'a appris en fait, cet exercice un peu d'introspection et d'écriture? Ouais, franchement, je l'ai écrit vraiment avec Romain Chouet qui m'a dit qu'il avait rêvé d'un soir de mon histoire et il voulait écrire une biographie, donc c'est parti de là. Ouais. Et après, en l'écrivant, franchement, j'aurais aimé lire un livre comme ça avant de commencer, en fait, parce que avec le recul, je me dis, waouh, quand même, waouh, parce que c'était pas facile d'entrer. D'entrer, il y a eu des soucis. Soit tu vas du bon côté, ou soit tu prends le mauvais côté. Et c'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce livre, parce que je pense que dans la vie de tout le monde, on rencontre des difficultés. Mais c'est à nous justement de faire de ces difficultés une force. Et comme je l'ai dit dans le livre, il y a une citation que je me répète tout le temps et qui me suit depuis des années et des années. C'est même une horloge cassée te donne l'heure 2 fois par jour. Pour moi, ça veut tout dire. Pour moi, ça veut exactement tout dire, parce que dans la vie, on a forcément des moments où ce sera très dur, mais c'est à nous justement de chercher le positif dans ces moments-là. Donc voilà, comme j'ai dit, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour moi ni pour ma famille, mais la mort de ma mère m'a servi de moteur et me sert de moteur jusqu'à présent. Donc même si ça a été vraiment une tragédie pour un gamin de 10 ans, mais j'en ai quand même fait une force et par rapport à ça, je suis vraiment satisfait. C'est aussi pour ça que j'avais envie de partager mon histoire, parce que c'était pas pour raconter le basketteur, parce que ça on peut le trouver sur Google, mais pour raconter vraiment l'histoire de l'homme et pourquoi je suis comme ça dans la vie, quoi. Ouais. Et tu vois, tu vois justement le passage dès le début où tu parles de cet événement tragique, et on sent que ça t'affecte, on sent que petit à petit tu le construis et que t'en fais une force. Moi, je voulais te demander peut-être une question un peu plus philosophique, mais est-ce que tu penses qu'un athlète de haut niveau, il est obligé d'avoir justement des événements durs dans sa vie, tu vois? Est-ce que ça fait pas non, tu me fais non de la tête, mais Non, parce que ces événements-là, on les choisit pas. On les choisit pas, ouais, hein. bien sûr. Moi, si je pouvais avoir ma mère à côté de moi, bien sûr que je changerais toute ma vie. Mais c'est quand même cet événement-là qui m'a permis de me construire en tant qu'homme. Donc, bien sûr, il faut pas forcément avoir des événements tragiques pour construire un sportif de haut niveau, hein. Des fois, ça se passe super bien et tout dépend de la mentalité. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est, est-ce que tu penses que pour devenir sportif de haut niveau, il faut pas non plus, il faut quand même avoir une quête ou une espèce de feu intérieur qui te dit pourquoi tu fais les choses, tu vois? Ouais, bien sûr, parce que déjà être sportif de haut niveau, c'est déjà le dépassement de soi-même, parce que au quotidien, l'entraînement, on doit aussi gérer le stress, la pression autour. Donc forcément, il y a déjà une mentalité de sportif qui se crée, quoi. Donc voilà, pour être sportif de haut niveau, forcément, il faut un mental d'acier, hein. Et c'est pas une blague. Ouais. Si t'as pas un mental d'acier, parce que une carrière, ça peut durer longtemps, mais ça peut être très court à la fois. Il y a forcément des hauts et des bas où tu te remets en question. Et c'est justement à partir de là où ton mental rentre en jeu. Et si t'as pas un mental assez fort pour justement faire le dos rond, repartir au travail et attendre des jours meilleurs, tu t'effondres. Donc un sportif de haut niveau, oui, il a forcément besoin d'un mental d'acier pour réussir. Ouais, mais et en plus je me pose la question, tu sais, est-ce que c'est pas trop dur pour les enfants, parce que tu vois, t'en parles dans ton livre. Tu quittes la Guadeloupe, effectivement tu fais beaucoup de sacrifices, t'es tout seul, tu connais peu de gens en métropole,
il y a des moments qui sont extrêmement durs. Tu le dis, les autres vont retrouver leur famille, et toi tu te retrouves seul. Il y a des jours les larmes te montent et tout. Tu penses pas que ça fait aussi quand même partie du parcours? Il y a plein de gamins qui s'arrêtent là et qui auraient peut-être plus tard réussi, tu vois. Mais tu trouves pas que c'est justement l'enfance qui crée quand même tu vois le caractère finalement du champion et de celui qui va gagner des titres aussi. Tu vois, je me dis, toi, t'as vécu des choses tellement fortes que j'ai l'impression que tu t'es endurci très vite. Et d'où le titre du livre. Hein. Ouais. Je n'ai pas été petit, c'est pas par hasard, parce que à 15 ans, j'ai dû grandir beaucoup plus vite que certains adolescents, certains joueurs de mon âge. Donc partir de ma Guadeloupe natale, avoir déjà vécu 2 ans, 3 ans avant la mort tragique de ma mère, forcément, ça a été vraiment difficile. J'ai dû grandir tout seul. Hein. Je suis arrivé en France, je connais très peu de personnes. Donc forcément, tu apprends à être plus autonome, tu apprends à être beaucoup plus responsable. Et il faut dire une chose, quand je suis arrivé en métropole, je savais pourquoi je venais. Je savais pourquoi je venais, même si le week-end, je pleurais. Mais je peux te dire, le lundi, je partais avec une motivation triplée. Et c'était comme ça tout au long de ma formation, c'était comme ça tout au long de ma carrière. Donc voilà, je me suis j'ai jamais baissé la tête où je me dirais j'y arriverai pas. Je savais que j'allais y arriver. Et jusqu'à présent, même dans ma reconversion, peu importe ce que je vais entreprendre, je sais que je vais réussir parce que je sais que je vais me donner les moyens de réussir. Ouais, c'est hyper inspirant, ouais. Et tu sais quelles images t'ont fait tenir? Tu disais que tu savais pourquoi tu venais, mais l'ambition, c'est d'être pro, j'imagine. Mais c'est quoi les images qui te font rêver? C'est de porter le maillot bleu, c'est de jouer, je sais pas, en NBA, Non, c'est de... franchement, pour être honnête, quand il parle de ma carrière, j'ai l'impression déjà qu'il parle de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Je pense que ce qui m'a fait tenir, je pense que inconsciemment, c'est la promesse que je me suis faite, mais aussi la promesse aussi que j'ai faite aussi à ma mère. Donc voilà, je pense que c'est mon moteur de toute façon. Je voulais pas la décevoir. J'avais pas je vais pas dire j'ai commencé, je voulais devenir basketteur, mais je pense que c'est plus le fait de me dire j'ai pas envie de décevoir t'as pas envie de décevoir ta mère, donc tu t'es engagé dans une voie, donc vas-y à fond quoi, vas-y à fond. Mais moi en premier lieu c'était je voulais pas décevoir ma mère, pas devenir un grand basketteur, c'était secondaire pour moi. Ok. Et pour toi, pas la décevoir, c'était jouer ta chance à fond, c'est ça? Ouais, ma chance à fond. Hein. De toute façon, une chose que j'ai appris, c'est le goût du travail et se donner les moyens. C'est vraiment les valeurs que j'essaye de transmettre à mes enfants, même à la nouvelle génération. C'est vraiment se donner les moyens, quoi. Se donner les moyens et pas attendre que ça tombe du ciel. Ouais. Et ça tombe bien que t'en parles parce que justement t'as 2 enfants. J'ai cru comprendre que Ilan il réussissait super bien sur le basket et je me demandais un peu parce que dans ton livre on voit que t'as eu une enfance quand même assez stricte et un peu dure par moments et aussi beaucoup livrée à toi-même. Et du coup je me demandais quel père t'avais envie d'être et de devenir, tu vois, parce que j'ai du mal en tout cas, quand je regarde du contenu sur toi, que je te vois parler et quand j'échange avec toi, je vois quelqu'un de très souriant, très aimant, très aimable. Et j'ai du mal à imaginer un parent strict, tu vois, ou qui reproduit un peu son schéma. Non, je suis pas strict. Je suis juste. Je suis juste. Je veux être un père vraiment présent pour mes enfants parce que c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup manqué quand j'étais adolescent. Donc, j'ai perdu ma mère, encore une fois, à 10 ans, et mon père, on l'a pas vraiment connu, quoi. Donc, du coup, je vais être un père vraiment présent et être juste avec mes enfants. Donc, leur apprendre que, bon, il y a des limites, il faut fixer des limites, mais dès qu'ils restent dans leurs limites, moi, je suis un père vraiment aimant, protecteur, avec mes enfants, mais avec les valeurs qui vont avec, quoi. Donc voilà, eux, ils savent que ils vont pas avoir ce qu'ils demandent. Moi, il y a toujours une contrepartie. Je te donne ça, mais par contre, j'attends ça de toi. Ok. Parce que moi, j'ai envie de leur transmettre
mais ce goût à l'effort, ce goût de mériter les choses, et pas que les choses viennent d'elles-mêmes ou tombent du ciel. Donc tu as ça parce que tu as fait ça. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à chaque fois, parce que moi, j'ai été chercher ce que j'ai. Et je sais que ça a été très dur, j'ai travaillé très, très, très dur, mais je suis conscient, enfin, je suis content parce que je sais que rien ne m'a été donné. Tout ce que j'ai été chercher, et pour ça, je suis fier, et j'ai envie que mes enfants aient la même mentalité, que si tu veux quelque chose, donne-toi les moyens. Et si tu dois te réveiller à 5 heures du matin, réveille-toi à 5 heures du matin. Et mais c'est quelque chose auquel t'as pensé, je sais pas, peut-être avant de devenir père ou en devenant père, parce que moi j'avais échangé avec David Larose, qui a très peu connu ses deux parents, et en échangeant avec lui justement sur sa paternité, il me disait c'est un gros avantage de pas avoir eu de rôle modèle, parce que je peux tout recréer un petit peu moi-même sur qui j'ai envie d'être en tant que parent. Et il me disait, et en même temps c'était quand même dur par moment, parce que il avait pas de quoi, enfin il avait pas de rôle modèle, ouais, exactement, et que il savait pas du coup où calquer ses actions, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui reproduisent, tu vois, quand ils sont parents, ce que leurs propres parents étaient, quoi. Donc ouais, moi je le rejoins tout à fait, hein. Moi j'ai pas eu de rôle modèle, donc je me fie à ce que moi je connais, comment je me suis construit moi-même. Donc c'est ces valeurs-là que j'essaye de transmettre à mes enfants, parce que j'ai pas eu de modèle. Je sais pas, je savais pas jusqu'à avant d'être père c'était quoi d'être père, en fait, parce que j'ai pas le souvenir de ça, quoi. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui m'a profondément manqué, et que j'essaye vraiment justement de pas le faire vivre à mes enfants. ouais. Mais je leur transmets des valeurs qui m'ont construit, en fait. J'ai pas eu de rôle modèle. Et tu te renseignes aussi là-dessus sur je sais pas, sur des conseils de parentalité, tu vois, je sais que, tu vois, enfin je sais qu'il y a quelques femmes athlètes qui en parlent entre elles de devenir maman et athlète, mais je sais pas si c'est un sujet qu'on aborde aussi entre hommes, tu vois, ou est-ce que, tu vois, je sais pas si pareil, est-ce que t'as eu des lectures ou des inspirations sur le sujet, parce que moi tu vois, je suis en quête de devenir le meilleur père possible, mais c'est pas toujours évident, et Ouais, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut s'écouter. Je pense on est tellement de pères sur Terre, il y a pas la formule parfaite. Je pense que le plus important, c'est de s'écouter, écouter, ses valeurs, c'est aussi ses peurs aussi. Et voilà. Je pense que forcément, je suis pas parfait, donc je vais faire aussi des erreurs, mais c'est en étant soi-même qu'on devient un bon père. Le plus important, c'est pas d'être le père que l'autre gamin a. Non, moi je veux être le père que je veux être. ouais, c'est clair. Mais toi, je me dis, moi, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus, et il y a beaucoup de choses sur l'éducation où on s'est peut-être trompé, tu vois, dans le passé un peu, et je me dis, du coup, j'ai un peu envie de déconstruire ça, et je me dis que il y a peut-être des choses où on peut faire différemment, tu vois. Moi, j'ai pris la fessée plus jeune, et ouais, pour moi, le plus important, c'est le respect. Je pense que plus on avance, plus les jeunes ne respectent plus rien. Et je pense que c'est vraiment la base de tout. Si tu respectes les aînés, si tu respectes les lois, si tu respectes ce qu'il y a à respecter, déjà on fait un grand pas en avant. Mais je trouve que ça se perd de plus en plus, et c'est vraiment dommage, parce que les jeunes ont besoin de modèles, ont besoin de ce respect. Ce respect, et comme j'ai dit, hein, c'est quelque chose aussi que j'apprends à mes enfants. Le respect déjà de leurs parents, le respect d'autrui. Donc pour moi, ça part de là. Ça part de là. Mes enfants, ils le savent. Même couchés sur un lit d'hôpital, ils savent que jusqu'à leur dernier souffle, ils pourront jamais manquer du respect à leur père ou à leur mère ou à leur famille. Donc c'est quelque chose pour moi qui est super, super important. Ok. Et ça veut dire quoi pour toi le respect? Parce que c'est un terme, c'est hyper large. Il y a plein de choses dans le respect, tu vois.
C'est quoi pour toi les limites du respect? Pour moi, les limites du respect, tu vois, de respecter, parler correctement à ses parents, parler correctement à ses parents, ouais, ça pour moi c'est déjà super important. Et aussi, respect comme j'ai dit, des anciens, hein, des anciens, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit à Ouais. l'extérieur. Donc si quelqu'un te parle, tu réponds ouais, une courte, avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Après, par contre, si on te manque de respect, je demande pas non plus à que tu respectes quelqu'un qui te manque de respect. Donc, il y a forcément des limites, mais je veux dire, ouais, je veux des enfants très bien éduqués par le D'accord. respect. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que dans ton livre justement, il y a un passage qui m'a marqué. C'était un petit peu ce que la façon avec laquelle Tony, Boris et toi, essentiellement, je trouvais, vous êtes devenus un peu les cadres et vous parliez un peu de règles que vous avez plus ou moins instaurées dans l'équipe. Et le mot qui revient très souvent, c'est le respect. Et on a l'impression Ouais. que c'est vraiment une des valeurs communes que vous avez tous les trois, et avec d'autres joueurs, hein, les joueurs qui vous ont suivi dans le projet et tout. Euh, c'est quelque chose dont vous avez parlé, mais j'ai l'impression que ça s'est fait très très naturellement en fait, et que vous êtes retrouvés autour de ces valeurs-là. Et c'est du fait que vous ayez des valeurs communes que ça s'est, enfin que on va dire que ce trio il a duré autant dans le temps et qu'il a fait d'aussi grandes choses. Ouais, 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 je pense que on avait aussi envie d'instaurer, entre guillemets, hein, c'est pas non plus la dictature en équipe de France, mais instaurer ce climat de respect d'anciens. Le respect d'anciens. Donc, quand tu arrives en équipe de France, justement, tu es pas là pour prendre. Tu es là pour donner, mais donner dans le respect. Et comme je dis, hein, les jeunes qui arrivaient en équipe de France, mais nous aussi, on les respectait. C'est ça, ils nous respectaient, nous, on attendait qu'ils nous respectent, mais ils attendaient aussi qu'on les respecte. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché aussi bien, parce que il y avait ce respect mutuel. Et les jeunes qui arrivent en équipe de France, ils se sentaient comme un poisson dans l'eau, parce qu'ils avaient l'impression d'être en équipe de France depuis très longtemps, parce qu'il y avait ce climat de respect, Mm. et on n'était pas là non plus pour les manquer de respect. Donc ça a super bien marché, c'est quelque chose pour nous ça a été super important, et c'est pour ça qu'on a eu du succès, parce que Mm. les jeunes qui arrivent en équipe de France, ils arrivaient en équipe de France avec beaucoup plus d'humilité et de Ouais. respect. Et tu sens que même après votre départ, c'est quelque chose qui reste. Est-ce que vous essayez de prolonger un petit peu ces valeurs-là? Comment? Ouais, c'est quelque chose qui est maintenant ancré, en équipe de France. Donc forcément, quand on est parti, il y avait des jeunes qui ont intégré l'équipe de France avec les mêmes valeurs. Maintenant, c'est à eux de poursuivre ce qu'on a construit depuis plus de 20 ans. Et j'en ai aucun doute, parce que c'est des joueurs super respectueux, c'est des joueurs qui respectent le maillot équipe de Mm. France. Et voilà, nous on a construit quelque chose, et on espère du fond du cœur que ça va perdurer encore beaucoup d'années, parce que ça a été pour nous le début des grands succès en équipe de Ouais, France. c'est clair. Bah, vous avez tout construit, quoi. Vous êtes parti de la page blanche. Vous avez écrit une super belle histoire avec des titres, des médailles et aussi beaucoup de beaux souvenirs, je trouve. Tu vois, même dans certaines défaites qui étaient dures, hein. Et moi, j'en ai pleuré des défaites contre l'Espagne. Je peux te dire. Nous aussi, hein. Même, tu vois, bon, j'imagine que pour vous, ça avait rien de comparable, tu vois, mais c'est quand même des souvenirs intenses, parce que même dans la défaite, en fait, on a toujours cru en cette équipe. Ouais, même dans la défense, tu Ouais. apprends. Donc tu apprends forcément, et je pense que on peut dire merci aussi à l'équipe d'Espagne, parce que c'est aussi grâce à elle qui nous a permis de nous renforcer, de repartir en club chaque année, à nous entraîner encore plus, parce que on avait aussi ce rêve en tête de décrocher l'or avec l'équipe de France. Et je pense que cette équipe espagnole nous a vraiment poussé à devenir meilleurs. Et voilà, donc voilà, je remercie mes coéquipiers forcément, mais je remercie l'Espagne d'avoir été
dominant pendant plus d'une décennie, et ce qui nous a permis en 2013 de concrétiser le rêve qu'on avait depuis 2005. Ouais. Et tu penses que justement en 2013 ça aurait été aussi savoureux s'il n'y avait pas eu ce parcours aussi difficile avant? Tu vois, ça rajoute une petite touche à... Non, justement, c'est pour ça. Hein. En 2013, je pense que c'était une sensation, mais on peut même pas décrire, quoi. Parce que ça vient récompenser 8 ans, un peu plus de 8 ans, non, même pas 8 ans, 18 ans de défaites, de déceptions, et je pense que c'était vraiment un soulagement en 2013, parce que l'aventure, elle a commencé en 2005, où on perd en demi-finale sur un tir au buzzer contre la Grèce. Et de cette défaite-là est née cette envie, cette quête d'aller chercher l'or. Parce qu'on avait vécu, pour nous, une injustice. Une injustice, entre guillemets, parce qu'on était jeunes, on avait 7 points d'avance à 30 secondes de la fin. Et voilà. Donc voilà. Et en 2005, pour moi, c'était le début de l'aventure. On a connu beaucoup de mésaventures aussi, pendant toutes ces années avant 2013, qui fait que en 2013 elle avait vraiment une saveur particulière parce que les anciens qui étaient là depuis 2005 savaient ce qu'on avait enduré pour justement monter sur la plus haute marche. Ouais. Quand tu parles de tout ça là, je vois un peu des petites étoiles dans tes yeux et je vois un sourire qui est nostalgique. C'est dur parfois de ranger le maillot, de ranger les chaussures, et j'ai l'impression que tu as envie de revenir dans le basket sur un poste soit d'entraîneur, soit de general manager. Qu'est-ce qui te ferait rêver là pour la suite? Comment est-ce que tu prépares déjà, comment est-ce que tu as préparé un petit peu ton après-carrière? Est-ce que tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire? Non, pas vraiment. Après, déjà pour revenir un peu sur ma retraite, c'est quelque chose que j'ai préparé, et je suis vraiment en paix avec ça, parce que encore une fois, c'était une décision mûrement réfléchie, et voilà, je pense que le truc qui me manque le plus, c'est vraiment le côté chaleureux aussi que tu peux passer avec tes coéquipiers. Mais c'est vrai que ma reconversion, je l'ai préparée parce que j'avais envie déjà de continuer dans le basket. Et là, je suis en pleine formation et je suis en pleine période d'examen pour le DE d'entraîneur. Donc voilà, j'ai envie de transmettre, de partager, parce que ce serait égoïste de tout garder pour soi, son expérience, tout ce que tu as vécu pendant plus de 20 ans. Donc je trouve ça, ce serait vraiment égoïste de ma part de pas faire ça partager aux plus jeunes, aux plus jeunes. Et aussi à l'équipe de France, quoi. Bien sûr. Et t'as un objectif en tête? Je sais pas, ça peut être une équipe de Pro A, l'équipe de France, l'étranger, revenir en Espagne. J'ai cru comprendre que t'aimais bien la vie espagnole. J'aime bien la vie espagnole, mais bizarrement, j'ai pas envie d'être coach de haut niveau. Parce que ça demande, je préfère rester sur les jeunes et leur apprendre l'exigence du haut niveau, et pourquoi pas aussi directeur sportif, être sur le terrain, sans vraiment être sur le terrain, parce que tu dois quand même construire une équipe, tu dois sentir les choses bien avant, et c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose que j'ai appris pendant plus de 20 ans, de commencer à anticiper les éventuels problèmes. Donc voilà, j'ai envie vraiment de rester dans le milieu du basket, parce que c'est le basket qui m'a beaucoup apporté. Donc j'ai envie de vraiment redonner à ce sport vraiment ce que ce sport m'a apporté, quoi. Ok. Donc plutôt les jeunes, et pourquoi pas directeur sportif pour la suite. Exactement. Ouais, exactement. C'est ça. Et tu l'as un peu expliqué, mais peut-être pour les auditeurs qui voient peut-être moins bien le rôle du directeur sportif. Il consiste en quoi? C'est en gros tu supervises le coach et l'équipe, mais tu vas plus intervenir sur la partie logistique, sur la partie un peu business aussi. Ouais, sur la partie logistique, il y a sous la partie construction de l'équipe aussi, hein.
Donc voilà, tu dois aussi éviter, commencer à sentir les éventuels problèmes. Donc voilà, après il y a le petit, le mauvais côté du job où tu auras forcément des décisions compliquées à prendre. Donc peut-être virer un coach ou virer un joueur. Donc c'est la partie un peu délicate du job. Mais c'est quelque chose qui me plaît dans la construction de l'équipe et voir l'équipe évoluer, quoi. Ok. Bon bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et du coup, là dans la reprise des études, c'est plutôt bon élève, plutôt mauvais élève. Il y a des matières. Si j'avais su, j'aurais mieux travaillé. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à pas attendre d'arriver à 40 ans et de se dire si j'avais su. Non, non, franchement, je m'en sors plutôt assez bien. Je suis même étonné de moi parce que toucher un clavier d'ordinateur à part pour mettre un film, je savais pas grand-chose, mais je me mets à faire des PowerPoint plutôt très bien. Donc je suis vraiment satisfait de moi. Ok. Et, euh, et voilà quoi. Donc je continue à progresser. Et comme je te dis, hein, quand je m'engage dans une chose, c'est pas pour m'arrêter, hein, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout. Et je sais que j'aurai mon diplôme à la fin de l'année. Ok. Bon bah si tu veux des petits conseils sur Excel ou même sur PowerPoint, tu peux me demander. Moi je connais bien. Moi, je suis né avec ça dans les mains donc. J'ai la chance parce que je peux te dire, j'ai vraiment galéré. C'est tes enfants du coup qui te filent un coup de main pour t'apprendre ou pas? Non, Même même pas? pas. Là, je m'en sors. Même pas, même pas. Après, je regarde. Hein, je cherche sur Google quelque chose que je sais pas. Hmm. Mais après, on a un an de formation, donc tu as le temps de t'améliorer. Et franchement, le contenu de mon dossier a plutôt, comme on dit, a plutôt de la gueule. Donc, je suis vraiment satisfait de moi. Ouais. Bon bah trop bien, trop bien. Et et c'est je me demandais d'ailleurs dans ces études, il y a différentes matières, tu vois. Qu'est-ce que t'apprends concrètement? Est-ce que t'apprends à faire une tactique de jeu? Est-ce que t'apprends à faire du développement En personnel fait, et du management sur les joueurs? Je sais pas. ouais, développement personnel. Tu apprends aussi à connaître les personnalités des joueurs, parce que forcément, chaque joueur a une sensibilité, a une personnalité. Mmh. Donc aussi, on apprend la façon de communiquer avec certains joueurs qui sont un peu introvertis, certains joueurs qui forcément ils n'ont pas besoin de leur parler pour les motiver. Donc, tu apprends tout ça dans cette formation. Mmh. C'est une formation vraiment riche d'enseignement. Tu apprends ce côté aussi pédagogique qu'il faut apprendre. Parce que même si nous, on a les connaissances, même si on a le vécu, mais il faut savoir comment transmettre toute cette expérience-là. Mmh. Donc, on apprend beaucoup la pédagogie. Donc, voilà, j'étais un joueur, même si j'étais un leader, que je parlais assez facilement. Mais quand tu es devant une équipe et savoir faire passer ton message à ton équipe, c'est une chose, un exercice complètement différent. Ouais. Ouais, puis surtout que t'apprends aussi à faire du one-to-one, quoi, et à communiquer avec une personne, comme tu l'as dit, avec quelqu'un qui peut être un peu différent, avec une personnalité Ouais. plus dans l'écoute et c'est deux choses. Tu dois parler tout seul face à plein de gens et en même temps en one-to-one être capable aussi d'être bon. Ouais, c'est compliqué parce que dans ton discours, tu dois mettre toutes les personnalités. Ouais. Donc c'est assez compliqué, mais c'est quelque chose qui me plaît, ouais, qui me plaît quoi. Même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui t'aide quoi. Parce que tu peux rencontrer des gens et savoir les parler. Et le plus important, c'est savoir communiquer pour que à la fin de la discussion, que tous les deux entre guillemets, on sorte gagnant. Ouais, c'est clair. T'as beaucoup parlé t'as beaucoup dit le mot transmission depuis le début de notre échange. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'anime et que c'est un besoin presque vital pour toi de transmettre et d'apporter aux autres ce que toi tu as appris. T'as fait, je sais pas, tu sais pourquoi t'as cette envie-là de transmettre autant, tu vois, il y a tous les athlètes de haut niveau qui arrêtent n'ont pas cette envie-là, tu vois, et certains ils vont rester tranquilles au chaud et puis on va plus
pu entendre parler d'eux. Toi, Ouais, tu vas énormément voir les jeunes. ouais, Tu sais ce que ça t'apporte, toi? oui, je sais. Enfin, c'est pas ce que ça m'apporte à moi, c'est plutôt ce que ça leur apporte à eux. C'est pour ça, moi, je le Hmm. fais. Je fais pas pour moi, c'est pour mon envie personnelle, hein. Je sais que aller sur un camp, même si ça prend 2 heures de ton temps, je sais ce que ça peut leur apporter à eux. Et je sais que c'est peut-être une phrase qu'ils vont retenir Hmm. et qui fera la différence. Parce que moi, c'est une phrase qui m'a aussi poussé aussi à aller vers le haut. Donc, je prends le temps parce que j'ai envie de retransmettre, j'ai envie de, mais justement que ces jeunes-là se sentent aussi soutenus, et je te dis, hein, peut-être une phrase qu'ils vont retenir dans mon intervention qui va faire en sorte que ouais, il y aura ce petit déclic-là et rien que ça, pour moi, j'aurais gagné. Pour moi, j'aurais gagné, j'aurais fait mon job, quoi. J'aurais fait mon job parce que j'ai 2 enfants. Hmm. J'ai 2 enfants aussi et je sais que ce que je dis, eh ben, ils le retiennent. Donc, forcément, ben, quand je vais voir sur l'écran des gamins, même des gamins à l'hôpital, je sais que c'est important aussi, ben, ces petites phrases-là qui retiennent, quoi. Pas forcément besoin de retenir tout un discours de 2 heures, hein. Mais Hmm. s'ils peuvent retenir un mot ou une phrase, on aura fait notre job. Ouais, bah c'est clair. Bah pour un enfant, la parole d'un champion, elle a 1000 fois plus de poids, 1000 fois plus de portée. Et effectivement, si derrière tu leur rappelles que c'est le travail qui te permet d'en arriver là et que si t'as envie d'y arriver, c'est en se donnant les moyens et en faisant tout pour y arriver, c'est sûr que ça sonne beaucoup plus vrai si c'est toi qui le dis que si c'est moi, Ouais, tu bien vois, par sûr. exemple, tu vois. Donc Oui, même bien si je suis sûr. un très Après, bon orateur. oui, c'est vrai, mais je veux dire, mes enfants, quand je leur parle, c'est pareil, hein. Donc, peut-être, en général, ils ont besoin d'un son extérieur pour pouvoir intégrer le même message que leurs parents essayent de leur faire comprendre depuis des années, quoi. Mais après, c'est comme ça. Donc voilà, comme je t'ai dit, hein, c'est pas besoin de retenir un Beaucoup. discours, hein. C'est juste 2 phrases, un mot qui fera en sorte que ben le gamin fasse un déclic et se dise eh, j'ai envie de faire comme lui. Peut-être peut-être pas dans le basket, mais j'ai envie de construire ma vie comme lui, réussir comme ça dans ma vie. Hmm. Et tu disais tout à l'heure que tu trouvais que les jeunes étaient de moins en moins respectueux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, tu vois? Moi aussi, des fois, je me dis, ah là là, Oui, la mais bon, jeunesse, après, j'ai à peine 30 ans, je me dis, ah là là, la jeunesse, ils respectent plus rien. Mais je me dis, non, il respecte qu'est-ce pour qu'on peut rien. faire? Après, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà supprimer tous les réseaux sociaux déjà. Donc, qu'ils vivent. Et après, il faut vivre aussi avec son Hmm. temps. Mais je pense que les réseaux sociaux polluent beaucoup les Ouais, enfants. Polluent beaucoup les enfants, les adolescents. Ils vivent, ils ont envie de faire comme les gens qui vont à travers les réseaux sociaux. Et je pense que ça leur pollue ben, la hmm. tête, quoi. Donc, si on pouvait, malheureusement, on pourra pas, mais au moins limiter, quoi. Limiter, essayer de, ben, qu'ils sortent un peu dehors s'amuser comme nous on faisait, parce qu'avant, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux-là. Donc, on avait forcément, ben, une vie extérieure où on partageait du temps avec les amis. On apprenait à se connaître. Mais maintenant, assis sur un fauteuil, devant un téléphone, bon, il n'y a pas trop il y a pas trop Hmm. il y a pas trop de vie sociale, quoi. Donc forcément, ben, tu peux pas apprendre à connaître ton voisin qui est juste en bas de chez toi parce que t'es tout enfourré chez Ouais, toi. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc essayer de limiter au maximum tous ces réseaux sociaux-là et essayer d'apprendre à connaître les autres et s'ouvrir aux autres, quoi, ou s'ouvrir au monde. bien sûr. Et en plus, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais ce qu'il y a de encore plus toxique avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois que l'image de ce que tu as envie de montrer et tu Bien vois pas le sûr. travail Oui, derrière. Tu vois, j'ai pas du tout le oui, travail. mais bien sûr. Mais bien sûr, ça c'est dommage. Mais après, pour moi, il y a réseaux sociaux et réseaux sociaux. Parce que bon, réseaux sociaux, quand tu regardes les réseaux sociaux des gens de la télé-réalité, bon, voilà, quoi. À part les fautes de français, les trucs, ça fait pas rêver. Mais par contre, les jeunes, ils s'espèrent d'eux. Donc forcément, c'est un peu particulier. Mais après, c'est une vie que ouais, tu montres ce que tu as envie de montrer, en fait.
Tu montres ce que tu as envie de montrer. Et pour moi, ça, c'est pas la vraie vie. Parce que peut-être cette personne-là, ben, elle a galéré. J'aimerais aussi qu'elle montre ces moments où elle galère aussi. Parce que ça, pour moi, ça, c'est la vraie vie. Je te montre aussi l'envers du décor aussi. Ouais, c'est clair. Mais ça déforme vachement, je trouve, pour les enfants qui pensent que presque tout est facile en fait et qu'il y a pas forcément toujours du travail derrière tout ça et aussi ça leur montre, tu vois, les réseaux sociaux ont fait grimper des stars, tu vois, des gens très connus, riches, célèbres, beaux, tout ce que tu veux, un peu sortis de nulle part, tu vois, sans qu'il y ait eu justement ce process un peu que peut avoir un athlète de créer sa carrière et de s'entraîner au quotidien. Le travail, ouais. Après, tant mieux pour eux, hein, tant mieux bien pour sûr, eux, franchement, tant mieux pour eux, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est l'exception. Je pense que la plupart des gens qui ont réussi, c'est les gens qui se sont vraiment donné les moyens. Ouais. Donc, voilà, je pense que s'il n'y avait pas ce monde des réseaux sociaux, ces personnes-là, tu te dis, ouais, qu'elle ferait si elle n'avait pas les réseaux sociaux? Ouais. Donc voilà, je pense que les valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants, c'est les valeurs du travail, quoi. Les valeurs du travail, sans dénigrer les gens qui ont réussi via les réseaux sociaux. Hein. Je dis pas ça. Hein. Mais par contre, moi, je serais plus admiratif de quelqu'un qui a réussi parce qu'il s'est vraiment donné les moyens que quelqu'un qui a réussi parce que il a eu une notoriété via les réseaux sociaux. Ouais. Non, et puis même les réseaux, dans certains cas, c'est quand même beaucoup de boulot. Hein. Il y en a certains qui passent des heures à tourner des vidéos. Il y en a quand même qui bossent. Hein. Faut pas dire que tout le monde en bénéficie. Non, c'est pour ça que je dis. Justement, c'est pour ça que je dis. Je respecte beaucoup les gens qui gagnent leur vie en faisant via les réseaux sociaux, parce que je sais aussi que c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est clair. Écoute, l'heure tourne pas mal. On a été vraiment bavard, donc c'est pas mal, ça avance bien. Pour la fin, j'ai des petites questions un petit peu. C'est un petit peu moi j'aime bien les appeler les questions Canal+. Tu vois, c'est un peu des questions. Tu peux y répondre un peu rapidement ou si t'as envie de développer. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. Ça ressemble à quoi? Une bonne journée, c'est me réveiller déjà. Ok. C'est de réveiller de bonne humeur et passer une journée à faire au moins une chose qui m'a fait plaisir. Ok. Pour moi, ça c'est une bonne journée. Toi, ça t'arrive de te lever de mauvaise humeur? Non, jamais. Jamais. J'ai le sourire. Moi, je prends toujours la vie du bon côté. Hein. Et voilà, moi je vois jamais le mal dans quoi que ce soit. Donc la vie, pour moi, elle est belle, elle mérite d'être vécue. Donc je vais pas non plus la rendre plus difficile. Non. Pour moi, je me lève, j'ai le sourire et je suis prêt à sourire toute la journée. Ok, ça me va. J'adore cette mentalité-là. Et est-ce que tu as un petit porte-bonheur ou un petit gris-gris que tu t'emportais avec toi ou que tu faisais avant tes matchs? Je sais que tu avais une pensée pour ta maman avant chacun de tes matchs, mais ouais, c'était ça, une pensée pour ma maman avant chaque match. Et non, j'ai pas de gris. Okay. Hein. Et tu fais comment pour lâcher la pression dans les moments un peu durs? Comment je fais pour lâcher la pression? Déjà en me disant que j'ai déjà beaucoup de chance de vivre ce que je vis. Je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte de la chance que tu as, ça te permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que les gens ils ont pas. Donc par rapport à ça, tu enlèves beaucoup de pression et voilà. Après je me dis bon, ok, mes enfants ils sont en bonne santé, ma famille elle est en bonne santé, donc ça te permet justement de prendre de la hauteur et du recul par rapport à un moment qui est temporaire dans ta journée ou dans ta semaine. Ouais. Non mais t'as bien raison et on pense plus à la chance qu'on a quoi. On oublie qu'on
qu'on est quand même privilégié, qu'on a de la Ouais, parce chance qu'on est d'être sur Terre. focalisé que sur le problème à l'instant. Mhm. Ce problème-là, ben, si on passe des heures dessus, ben forcément, ben, demain, il sera toujours là. Mhm. Donc à ce moment-là, ouais, vaut mieux prendre du recul et avoir la tête vraiment reposée et quitte à revenir sur ce problème-là, mais avoir l'esprit clair et pas dans l'optique de le résoudre, ce problème-là. Ouais, bien Et sûr. pas se dire, ouais, puis, comment je vais faire, j'ai encore un problème. Non, non. Ça avance à rien, ça. Ok. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué ou qui t'a appris plus de choses que les autres? Une échec, une défaite, un moment qui aurait pu, voilà, qui t'a fait progresser. Euh, des échecs, non. Peut-être des regrets. Des regrets, je pense que, comme je te dis, hein, je suis vraiment en quête de savoir qui je suis, la meilleure version de moi-même. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai souvent écouté ce qu'on me disait. On me disait de faire, oui, Fléau, fais comme ça, fais comme ça. Et jamais vraiment écouté ce que moi je voulais. Et je pense que si j'avais écouté ce que je voulais, je pense que j'aurais fait une autre carrière. Une autre carrière. Donc, c'est le seul regret que j'ai. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire. Beaucoup plus écouter ce que moi je ressens, écouter ce que les gens ont envie que tu fasses. Ok. T'as un exemple concret pour illustrer ça ou une anecdote Non, 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 pas d'exemple, parce que c'est quelque chose, comme je te dis, hein, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant toute une carrière. Hein, donc c'est des matchs, des entraînements, 20 ans avec la même chose. Oui, fais comme ci, fais comme ça. Hein. Donc j'aurais dû beaucoup plus m'écouter que trop de choses. Après, je dis pas, je suis satisfait de ma carrière. Hein, Ouais. mais je pense que si j'avais eu cette mentalité bien avant, j'aurais peut-être fait une autre carrière. Ouais. Ok. Moins bonne ou plus bonne, hein, ça, c'est pas la question. Mais juste pour dire qu'il faut s'écouter et pas écouter les autres. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi que ouais que même dans les sphères un peu de élite, tu vois, et dans les sphères professionnelles du sport, il y a pas que des bons conseils, il y a pas que des personnes aussi peut-être bienveillantes et que des fois on oublie, enfin on considère peut-être parfois les athlètes un peu trop comme pas des pions, tu vois, mais on Ouais, leur dit quoi faire, c'est ça, voilà. hein. Après, il y a le côté humain qui rentre de moins en moins en compte, quoi. Donc, c'est devenu, ce qu'il faut dire ce qui est, c'est devenu un business, hein. Un business, et voilà, hein. Aujourd'hui, le joueur, mais tu en as besoin, demain, tu en as pas besoin, donc donc c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Quand tu es athlète de haut niveau, il faut faire aussi avec, ce mauvais Ouais. côté-là. Il y en a beaucoup, beaucoup de très bons côtés. Je vais pas le cacher. Mais il y a ce côté-là aussi qui peut aussi être très souvent désagréable. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est sûr qu'il y a des intérêts qui peuvent être divergents par moment et Ouais. ça crée forcément des injustices, mais c'est clair. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans la vie? Est-ce que tu as des peurs? Ben, des peurs, oui, oui. Maintenant, j'en ai un peu plus parce que je suis Ouais, papa. Donc forcément, ben, c'est un jeu. on craint tous les jours pour la vie de nos Hmm. enfants. Mais après, dans ce qui va se passer pour moi dans le futur, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que, encore une fois, hein, je sais que j'ai un cerveau, deux bras, deux jambes. Hmm. S'il faut aller sur la Lune, je sais que je trouverai un moyen pour y aller. Donc voilà, mon futur me fait pas peur, mais c'est surtout pour la vie de mes enfants, oui, forcément. Oui. Ok, ça marche. Euh, Si tu pouvais te donner un conseil, tu vois, au petit Flo qui va prendre l'avion, qui direction Paris, peut-être pour aller, tu vois, vers les pôles en France et en métropole. Ouais. Si tu pouvais te donner un petit conseil
tu te dirais quoi? À cette époque-là, Qu'est-ce que le petit Flo, il aurait eu besoin d'écouter pour aller plus vite? euh, qu'est-ce que je me dirais? Ça, c'est une bonne question, ça. Mhm. Ça, c'est une bonne question parce que je pense que quand je suis parti, j'avais déjà ma carapace, quoi. Ouais, Avec ma carapace, j'avais déjà mon objectif. Donc, donc rien ne pouvait m'arrêter. ok, Mais si un petit conseil, ouais, j'aurais juste dit, ouais, profite du voyage, quoi. Profite du voyage. Quand je dis voyage tout au long de la bien carrière, sûr. hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel de vivre vraiment de sa passion. Et ouais, je lui dirais, ouais, profite de tout ça, Ouais, quoi. Profite du moment présent et te pose pas de ok. questions. Tu penses que t'as pas assez profité? T'as beaucoup parlé de sacrifices, de travail, de moments qui étaient durs. Euh, Non, 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 franchement, j'ai profité, hein. J'ai vraiment profité de ma carrière, hein. J'ai profité des très bons moments aussi, hein. Donc, voilà, les mauvais moments aussi, j'ai profité aussi de ça, parce que c'est aussi ça qui m'a construit. Donc, voilà, j'ai jamais pris un mauvais moment comme quelque chose, comme un échec. Au contraire, j'ai toujours cherché à savoir qu'est-ce que je pouvais en tirer de positif dans tout ça. Donc, enfin, j'ai toujours accueilli les moments durs avec beaucoup ouais, je vais dire, de bénédiction. Et si ça m'arrive, il y a forcément une raison derrière tout ça. Donc, maintenant, c'est à toi d'aller chercher pourquoi. ok, Non, non, j'ai vraiment profité des bons moments comme des mauvais moments de ma carrière. ok. Bah écoute, merci, c'est hyper inspirant ce que tu dis là. Ça me concerne en plus moi là en ce moment personnellement. Donc ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. La toute dernière question que je pose pour ces interviews, c'est un peu comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quel est le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler de valeurs, pour parler de parentalité, pour parler d'histoire. Euh, Alors, qui je pourrais te conseiller? Dans n'importe quel sport, hein, pas forcément dans. ouais, franchement, le sport que tu veux, une personne, ça peut être plusieurs personnes d'ailleurs, mais c'est à qui tu as envie de rendre hommage parce que ils t'inspirent ou que t'aimes bien leur Qui personnalité. j'aurais. Ben ouais, j'aurais aimé que Boris Dio. Ouais. Qu'est-ce Boris que tu Dio, lui ouais. demanderais? Non, de juste rester lui-même, en fait. Juste rester lui-même, c'est quelqu'un que je respecte énormément et quelqu'un qui est resté du début jusqu'à la fin lui-même. Hmm. Et ouais, c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est, ouais, il a un cœur énorme et il a jamais changé, Ouais. quoi. Il prend la vie du bon côté, il profite de chaque instant de la vie. Et voilà, c'est quelqu'un qui est inspirant, qui m'a aussi inspiré. Donc, c'est quelqu'un, ouais, comme je dis, hein, Boris, c'est quelqu'un que je respecte énormément et que j'apprécie énormément Ouais. aussi. Ouais, bah ça se sent. On sent que c'est plus que qu'être coéquipier entre. Dans cette équipe, il y a aussi de très belles amitiés qui se sont créées. Donc tant mieux. Écoute, bah avec grand plaisir, je vais essayer de lui envoyer un petit message. Je sais pas sur quel réseau. Je demanderai à Nadège de lui envoyer un petit email comme elle le fait super bien. Écoute, merci infiniment Flo parce que j'ai passé un super moment. Je me régale avec ton livre et franchement, je recommande aux auditeurs de le lire parce que ton histoire, elle est bien racontée, elle est singulière et je pense qu'elle parle à tout le monde en fait. Tu vois, il y a des choses et c'est pas facile des fois pour un champion, tu vois, de aussi d'être capable de parler à tout le monde, tu vois. Ouais, je traduis, quoi. Et je pense que si tu le fais avec beaucoup de légèreté, de beaucoup de sincérité, ça se ressent dans le Ouais, livre. Et c'est ce que j'avais envie de retransmettre. C'est vraiment ben, qui je suis vraiment, en fait. Qui je suis vraiment avec ma sensibilité qui se traduit à travers les lignes. Donc, ouais, c'est ce que vraiment j'avais envie de retransmettre dans ce livre, quoi. ok. Bah, en tout cas, je recommande vraiment aux éditeurs
le lire parce que il est fantastique et puis voilà, ça transmet des messages super forts, donc c'est cool. Merci infiniment Flo. Je vais te laisser pour profiter de ton après-midi, profiter de tes enfants, et puis on se dit à bientôt. À bientôt, sans problème. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao! Now, the business update. After a difficult year, experts are optimistic a recovery is imminent, with key indicators improving. And yet, men everywhere continue to dress as if they just rolled out of bed. The economy is ready to bounce back. Are you? At Charles Tirrett, we have the high-quality shirts and smart menswear to get you back to your best. Try our introductory offer with 3 shirts for only $99, delivered free. Use code POD99 at ctshirts.com or any Charles Tirrett store.